Courtois. Donc, je suis Dalic Pantour. Je remplacerai pour les 2 prochaines séances. 2 séances qui seront combinées dans une seule vidéo. 250 Histoire des idées, cours de Charles-Philippe Courtois. Donc, je suis Dalic Pantour. Je remplacerai pour les 2 prochaines séances. 2 séances qui seront combinées dans une seule vidéo d'aujourd'hui, dont le premier thème est le nationalisme et le second, le socialisme. Donc, nous nous attendrons d'abord ici à faire un survol de ces 2 grandes idéologies à travers, dans chacun des cas, 3 textes distincts. Donc, allons-y d'abord pour le nationalisme, à travers 3 textes qui ont marqué ce courant, qui ont marqué cette idéologie. Le premier, on le doit à Johann Gottlieb Fichte, Discours à la nation allemande, Reden an die deutsche Nation, de 1807, un texte fondateur du nationalisme allemand, mais du nationalisme tout court. Un discours ou des discours prononcés à Berlin au moment où la ville est occupée par les troupes napoléoniennes. Le deuxième texte est celui d'Ernest Renan, professeur à la Sorbonne, dans un texte de 1882 où il explique qu'est-ce que la nation. Dans un travail historique, mais qui se veut plus que cela, il prend un engagement politique à l'égard d'une certaine manière de concevoir la nation, comme nous allons le voir. Enfin, le dernier texte, c'est celui de la Biesiès, Qu'est-ce que le tiers-État? Un texte phare, un pamphlet politique très important au moment des premiers temps de la Révolution française. Donc, la Biesiès, qui est un révolutionnaire qui prend part aux événements de 1789, événements marquants pour toute l'histoire de l'Occident. Dans un deuxième temps, nous nous attaquerons au socialisme, cette deuxième grande idéologie, à travers 3 textes. Le premier sera bien sûr l'incontournable Manifeste du Parti communiste de Karl Marx et Friedrich Engels de 1848, qui est l'acte fondateur en quelque sorte du communisme occidental, donc un ouvrage bien sûr incontournable. Dans un deuxième temps, nous nous intéressons au Petit Livre rouge de Mao Tse-tung, fondateur de la République populaire de Chine, donc communiste, un livre de 1864, un livre au très grand tirage, livre imprimé le plus important après la Bible dans le monde. Enfin, le troisième texte sera celui de Rosa Luxembourg, La Révolution russe de 1918, donc révolutionnaire spartakiste qui prend part aux événements de la Révolution qui devait conduire à l'instauration du régime communiste à Berlin en 1918, avant qu'elle soit assassinée. Donc, elle dresse ici un portrait critique de la Révolution russe telle qu'elle est menée par les bolcheviks de Lénine et Trotsky à partir de 1917. Donc, allons-y d'abord avec cette première idéologie qui est celle du nationalisme. J'irai d'abord avec une présentation générale ici de cette idéologie pour être capable de bien situer en quoi elle consiste dans ses grandes lignes avant d'y aller avec une analyse des textes, de ces 3 textes qui sont à l'étude pour ce cours. Donc, allons-y. Donc, d'abord, il faut voir que la nation comme organisation sociale est une émergence historique assez récente. On ne trouvait pas de nation en Antiquité, pas plus qu'il y avait des nations au Moyen Âge. Les peuples, les sociétés existaient, elles étaient organisées différemment. Il y avait des empires, il y avait des cités-États, il y avait des monarchies, des principautés, des villes libres. Mais dans tous les cas, les nations, telles qu'on les entend aujourd'hui, sont une construction relativement moderne. Elles n'existaient pas en Antiquité. Ici, le terme nation nous vient du terme latin natio, qui signifie la naissance. C'est-à-dire que pour bien comprendre l'émergence de la nation, il faut comprendre que dans l'Ancien Régime, c'est-à-dire dans la société qui prévalait en Europe avant les grandes révolutions démocratiques modernes, les sociétés étaient organisées en monarchie, en principauté, en empire, et à l'époque, les individus, leur principal sentiment d'appartenance, à côté du sentiment d'appartenance à leur communauté immédiate, que ce soit par exemple la famille ou la ville ou la cité ou le village, leur sentiment d'appartenance allait directement à l'égard du chef, donc de l'État, ou à l'époque ici, pas de l'État, mais du royaume. Donc à ce moment-là, leur sentiment d'appartenance allait directement à l'égard du monarque ou de l'empereur, dans certains cas même à l'égard directement du pape, pour tout le moins pour les chrétiens de culte catholique. Donc, à l'époque, leur sentiment d'appartenance d'une personne était toujours dirigé à l'égard de la plus haute sphère de la hiérarchie sociale, qui était le roi ou l'empereur. Si bien qu'à l'époque, par exemple, on se disait sujet d'un roi. Donc, on était en France, on était sujet du roi Louis XIV, par exemple. Avec le nationalisme, ce qu'on va voir, c'est qu'on va
on va voir apparaître un autre sentiment d'appartenance. Désormais, le sentiment d'appartenance ou d'identité des gens va cesser d'être dirigé à l'égard du monarque ou du chef de la communauté politique, mais va être dirigé à l'égard de la communauté elle-même politique et à l'égard des membres de cette communauté, donc de la nation, donc ceux avec qui nous sommes nés. Donc, c'est l'idée ici, cette transformation importante de l'idéal ou de sentiment d'appartenance ou d'identité à l'égard de la nation, qui est le cœur même de ce que va devenir le nationalisme. Pour illustrer tout cela, là, donner un exemple bien concret, Louis XVI, avant d'être guillotiné, bien sûr, roi de France, avant 1789, portait le titre officiel de roi de France et de Navarre, donc dans le sud de la France, au nord de l'Espagne. Ça, c'est avant 1789. Au moment de la Révolution, avant qu'il soit guillotiné, son titre va changer. Il va à ce moment-là adopter le titre de roi des Français. Vous voyez, la nuance ici est importante. Il cesse d'être le monarque de la France, il devient alors des rois des Français. Donc, la communauté des sujets français, ici, qui vont former, après la Révolution, la nation française, devient alors très importante. Donc, la nation, ici, devient le référent politique le plus important pour tous les gens en Occident. Vient bien sûr avec la nation, ce qu'on peut dire un couple inséparable, l'État. En fait, l'État. Pas plus qu'il n'y avait de nation en Antiquité, pas plus il n'y avait d'État en Antiquité. Il y avait des cités-États, il y avait des empires, il y avait des royaumes, mais il n'y avait pas l'État qu'on connaît aujourd'hui. 200, au nombre à peu près de 200 aujourd'hui sur la planète. Donc, cette organisation politique souveraine qu'est l'État est une émergence relativement récente, une émergence en fait, qui contemporaine de l'émergence de la nation, si bien que État et nation sont en quelque sorte un couple inséparable aujourd'hui. On se rappelle que l'État émerge à partir du traité de Westphalie de 1748 qui met fin à la guerre des 30 ans. Par ce traité, on vient qu'à consacrer la reconnaissance du principe de la souveraineté des États qui étaient membres auparavant du Saint-Empire germanique. Donc, ils sont à ce moment-là reconnus comme étant souverains. Donc, État-nation sont des couples inséparables et c'est comme ça qu'on doit bien comprendre ici l'émergence du nationalisme. Bon, cela étant dit, qu'est-ce que le nationalisme? Donc, qu'est-ce que le nationalisme? On peut dire que le nationalisme repose comme idéologie sur un principe qui est celui de l'exaltation du sentiment national. La nation comme telle est un sujet collectif dont on doit se préoccuper, on doit travailler à la développer, on doit la protéger, on doit la préserver. Donc, la nation est un sujet collectif au cœur de l'engagement nationaliste. On peut dire également, si on suit la définition qui nous est offerte par le sociologue allemand Ernest Gellner, qui offre ici une définition la plus classique, peut-être la plus connue de toutes les études sur le nationalisme, lorsqu'il définit le nationalisme ici. Le nationalisme est essentiellement un principe politique qui affirme que l'unité politique et l'unité nationale doivent être congruentes. Qu'est-ce que ça veut dire en français ou en clair? C'est que pour chaque nation, un État, et à chaque État, sa nation. Donc, l'idée, c'est qu'on doit avoir une convergence, une congruence entre l'existence des nations et des États. Bon, évidemment, ça renvoie à une certaine manière de concevoir l'idée de nation, sur laquelle nous allons revenir tantôt, mais ça renvoie à l'idée qu'il existe deux grandes formes de nationalisme. Donc, le nationalisme des États constitués, on peut penser le Canada, les États-Unis, la France, l'Allemagne, mais ça ouvre la voie également au nationalisme dit sécessionniste, c'est-à-dire des nations qui n'ont pas encore d'État à elles. On peut penser, par exemple, bien sûr, au nationalisme québécois, au nationalisme écossais, le nationalisme catalan. Donc, ce sont les deux principales formes de nationalisme. Donc, allons-y avec l'analyse de trois textes, des extraits de textes choisis par le professeur Courtois pour offrir un survol ici du nationalisme. Allons-y d'abord avec le premier texte de Fichte. Donc, Johann Gottlieb Fichte, né en 1762, mort en 1814, est né dans l'électorat de Saxe, donc une région allemande autour de la ville de Leipzig et de Dresde aujourd'hui. Il se vouait à la carrière de pasteur lorsque la lecture de Spinoza l'amena à remettre cette idée en question.
La découverte de l'œuvre du philosophe Kant, un philosophe allemand très important, à qui il voit une immense admiration, fut un second choc qui le détermina à se faire philosophe. Dans un premier temps, son enthousiasme pour la Révolution française, il n'est pas le seul à la partager, bon nombre d'intellectuels allemands de l'époque la partagent également, lui font envisager de s'installer en France et de devenir citoyen français. Mais la nomination à un poste de professeur à l'Université de Vienne le retint en Allemagne. Il publia certaines œuvres marquantes, comme sa théorie des sciences, ou plutôt théorie de la science, qui en firent un philosophe admiré, un des pères de l'idéalisme allemand, un courant de philosophie très important de la fin du 18e et début du 19e siècle. Donc, c'est une œuvre importante qui va exercer une influence considérable chez un autre penseur allemand, peut-être le plus important de l'idéalisme allemand, le penseur Hegel, penseur que je connais bien parce que j'ai consacré ma thèse de doctorat. En fait, entre-temps, son appréciation des événements, on revient à Fichte, qui secoue l'Europe. Bien sûr, après la Révolution française vient l'invasion française avec les troupes napoléoniennes. Donc, notre Fichte va déchanter. Il devient alors un fervent nationaliste allemand. Il va contribuer lui-même directement à l'émergence du nationalisme, l'émergence littéralement de la nation allemande qui n'existait pas auparavant. Il y avait sur le territoire allemand, bien sûr, des Allemands, mais ceux-là étaient divisés en différents royaumes, principautés, régions, cités-États, Länder, provinces. Donc, si bien qu'il n'y avait pas encore à cette époque de sentiment unifié, sentiment politique unifié allemand. À bien des égards, donc, ces discours à la nation allemande vont contribuer à l'émergence non seulement du nationalisme allemand, mais de l'émergence de la nation allemande elle-même. On doit également une contribution importante à l'émergence d'une langue, la langue allemande, avec une certaine norme. À l'époque, la langue allemande est parlée sur le territoire qui est aujourd'hui l'Allemagne et l'Autriche, mais dans des dialectes très, très, très différents, si bien que la plupart des Allemands d'une région à l'autre ne parvenaient pas à s'entendre entre eux parce qu'il y avait trop grande divergence entre la manière dont ils avaient de parler une langue qui est sensiblement à ce moment-là la même. Donc, Fichte va contribuer à forger cette identité, mais également forger une forme de standardisation de l'allemand. Il est très critique à l'égard du nationalisme français, à l'égard de Napoléon, et il va donc, en 1807, prononcer une série de discours à Berlin, discours à la nation allemande, donc alors que la ville est occupée par les troupes napoléoniennes. Donc, qu'est-ce que dit essentiellement Fichte dans ces extraits choisis par le professeur Courtois? Bon, Fichte défend dans ses discours une vision que l'on dirait essentialiste de la nation. C'est-à-dire que pour lui, la nation est quelque chose de naturel. Hein? Nous sommes membres d'une nation par la filiation du sang, par notre naissance. Hein? On est membre de la nation allemande parce qu'on est né en Allemagne de sang allemand. Il n'a pas le terme ici sang, mais on renvoie à cette conception très essentialiste. Donc, la nation est une naissance forte qui détermine qui nous sommes. Hein, la nation se définit par une langue, une culture commune à laquelle se rattachent des individus dans un tout plus grand que la simple addition de ses membres. C'est-à-dire que la nation est perçue ici vraiment comme un ensemble plus grand que la simple addition de ses membres. Elle a une existence propre, une identité, une essence, une âme, un esprit qui lui est propre. L'État, donc ici, dans sa forme moderne, l'État-nation, auquel nous avons fait référence plus tôt, donc cet État doit servir au développement de la nation et à son épanouissement. Il n'existe pas encore en Allemagne en 1807 d'État allemand, on le doit plus tard à Bismarck, après la guerre franco-prussienne, l'instauration du Deuxième Reich, en ce moment-là, l'instauration de l'État allemand tel qu'on le connaît à peu près aujourd'hui. À l'époque, il n'y a pas encore d'État unifié, mais déjà, Fichte plaide pour l'instauration d'un État qui serait au service de la nation allemande et seulement de la nation allemande. Donc, c'est ici, il prend ses distances par rapport à une conception assez courante à l'époque, selon laquelle l'État n'existe que pour veiller au simple maintien de l'ordre dans la société, alors que non, la nation doit contribuer, et je cite ici, au développement progressif, continu et éternel de ce qui, dans cette nation, correspond à la dimension proprement humaine. Donc, c'est ici une conception très nationaliste, on dira bien sûr, de l'État et une conception nationaliste de la nation. Dans le cadre du cours, le professeur Courtois a préparé des questions qui portent sur chacun de ces textes. Donc, je vais, après avoir présenté brièvement
des extraits de ce texte, je vais toujours rappeler quelles sont ces questions. Donc, première question qui est posée, est-ce que la séparation entre État et nation chez les Allemands a été historiquement un fait négatif ou positif, selon Fichte? Donc, dans la lecture que vous faites du texte de Fichte, quelle réponse pouvez-vous apporter à cette question? Deuxième question, qu'est-ce qu'un peuple, dans l'acception supérieure du terme, selon Fichte? Quelle est l'importance de l'amour de la patrie, selon Fichte? Et enfin, en quoi la résistance des Germains à l'invasion romaine est-elle révélatrice selon Fichte? Poursuivons donc avec le second auteur d'un texte important, Qu'est-ce que la nation? Ernest Renan. Ernest Renan est un penseur emblématique de plusieurs courants de pensée dominants au 19e siècle. Confiance en l'homme, en l'être humain, en la science, dans le progrès de la raison, réfutation du surnaturel. Donc, c'est un auteur majeur. Il fit d'abord des études de séminariste, en pensant devenir prêtre lui-même au sein de l'Église catholique. Bon, finalement, il va se détourner du catholicisme, ou pas du catholicisme, mais du christianisme ou de sa pratique. Il obtient une chaire au Collège de France en 1862 et il va rédiger un ouvrage majeur qui est La vie de Jésus, qui fait apparaître en 1863. Bon, son ouvrage sera mal reçu puisqu'il adopte dans ce livre une approche strictement historique. Il détache de toute conception chrétienne, donc il analyse la vie de Jésus à partir des méthodes développées par la science historique de cette époque, donc détaché de toute forme de catholicisme ou de christianisme qui ferait de Jésus, donc cet homme saint. Donc lui, il s'intéresse à Jésus seulement pour l'homme, l'être humain qu'aurait été Jésus de Nazareth. C'est un libéral modéré, donc il va être censuré sous Napoléon III, il va être restauré par la suite au moment de l'instauration de la Troisième République. Et c'est dans ce contexte qu'il va rédiger « Qu'est-ce qu'une nation ». C'est un essai très court, mais qui est aujourd'hui un incontournable dans les études sur le nationalisme. Il prend bien sûr position en faveur de la France à la suite de la guerre franco-prussienne. On s'appelle au moment de la guerre entre la Prusse, qui n'est pas encore l'Allemagne, qui est une région seulement de l'Allemagne. Donc Otto von Bismarck, qui est le chef de la Prusse ici, va mener une guerre contre la France en 1870 et la France va sortir perdante de cette guerre. Il va résulter ici d'abord l'instauration d'un Reich en Allemagne, donc un Reich unifié, la naissance de l'Allemagne telle qu'on le connaît aujourd'hui, mais surtout une perte d'une région de la France qui est l'Alsace. L'Alsace va donc être rattachée ici au Reich allemand. L'argument invoqué par les Allemands ici, c'est que là, en Alsace, on trouve des populations germaniques qui parlent une langue, l'alsacien, une langue germanique. Donc, on veut les rattacher selon cette conception assez essentialiste évoquée plutôt par Fichte. Donc, les Allemands, donc le peuple germain, doit être assemblé au sein d'un même État, une même nation. Renan va plaider plutôt pour une reconnaissance que la nation n'appartient pas ou ne relève pas d'un lien de sang, mais davantage d'un acte de volonté. Si bien que les Alsaciens peuvent bien parler une langue germanique, l'alsacien, mais peuvent quand même développer un sentiment d'appartenance à l'égard de la nation française. Et là, c'est là qu'on va voir ici une différence importante avec Fichte. Donc, on va analyser ce texte pour bien comprendre la posture ici adoptée par Ernest Renan dans ce texte. Donc, Ernest Renan nous rappelle ici que, bien sûr, les nations sont des entités collectives relativement récentes dans l'histoire de l'humanité. Comme je vous le disais plus tôt, il n'y a pas de nation en antiquité, il n'y a pas plus qu'il y a de nations au Moyen Âge. Elles émergent au moment de l'émergence de la modernité des grandes révolutions libérales ou grandes révolutions démocratiques. Elles vont s'imposer partout à partir de la modernité, non seulement en Occident, mais également à l'ensemble de la planète un peu plus tard. C'est encore aujourd'hui l'organisation politique ou sociale la plus importante, dominante, encore aujourd'hui en 2021. Or, la nation, donc, ne repose pas, comme le pensait un Fichte, sur un lien de sang. Donc, Renan récuse la conception essentialiste de la nation. Pour lui, il est plus important de reconnaître que la nation repose sur une adhésion en quelque sorte volontaire de ses membres. Donc, les gens qui s'identifient à une nation, ils le font parce qu'ils se reconnaissent en elle. Donc, cette nation devient un déterminant important de leur identité individuelle. Mais tout cela repose sur, ici, un lien qui est celui de la volonté. Donc, la nation implique une forme de volonté. Je cite ici Renan. L'existence d'une nation est, pardonnez-moi cette métaphore, un plébiscite de tous les jours, comme l'existence de l'individu est une affirmation perpétuelle de vie. En plébiscite, ici, doit être entendu comme une forme de référendum. Donc, la nation doit son existence à la volonté
de tous ces individus de vouloir appartenir à elle et s'identifier à elle et placer cette nation au cœur de leur vie collective. Donc, c'est ce qui forme ici la nation. Donc, on a ici avec Renan, on pose ce qui est aujourd'hui devenu une distinction conceptuelle importante entre deux formes de nation, deux manières de saisir la nation. La nation civique, celle d'un Renan, c'est-à-dire que le lien d'appartenance des individus à l'égard de la nation est déterminé par un geste politique individuel volontaire, alors qu'on avait, chez un Fichte par exemple, une conception essentialiste de la nation. La nation repose sur un lien de sang fort, certains diront une conception ethnique de la nation. Donc, nation civique, nation essentialiste, donc les deux manière de saisir ici la nation. La première, on la doit à Renan, la seconde, essentialiste, on la doit plutôt à un, par exemple, il n'est pas le seul à le défendre, à un Fichte. Donc, ici, je terminerai ici avec une citation tirée du texte, ou des extraits tirés du texte de Renan. Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs. L'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. Donc, ces deux nations, ces deux aspects, la nation a certes un passé, une histoire. Nous sommes les héritiers toujours d'une histoire qui nous a précédés, mais aussi la nation est ce geste par lequel tous les individus qui en sont membres adhèrent à cette nation d'une manière volontaire. Donc, c'est un choix toujours individuel en quelque sorte. Donc, on appartient à cette nation par la volonté individuelle que l'on a de s'identifier à elle. Donc, les quatre questions qui sont ici posées par le professeur Courtois pour comprendre le texte de Renan. Quels sont les critères que Renan considère insuffisants pour définir une nation et pourquoi? Deuxièmement, quel est le critère déterminant pour lui? Troisièmement, pourquoi estime-t-il que la nation est moderne? Dans ce cas, qu'est-ce qui pourrait paraître démodé dans ses positions? Enfin, Renan entrevoit-il un avenir pour des structures politiques qui ne seraient pas nationales, c'est-à-dire qui seraient distinctes de ce qu'on connaît aujourd'hui, l'État-nation? Voilà donc ici pour Ernest Renan. Poursuivons notre analyse du nationalisme avec des extraits d'un troisième texte dont l'auteur ici est l'abbé Sieyès. Donc, quelques mots d'abord sur cette personne avant d'aborder les éléments centraux de son texte. L'abbé Sieyès est devenu un révolutionnaire célèbre. Membre du clergé, sa défense des droits du tiers-État dans le contexte de la préparation des États généraux de 1789 le rendit instantanément célèbre, si bien qu'il fut élu délégué du tiers-État plutôt que du clergé. À l'époque, il aurait normalement pu être élu au sein du clergé, un des trois ordres, parce qu'il faisait partie lui-même du clergé, mais il a préféré être représentant du tiers-État. On va revenir tantôt sur ces ordres. Le débat faisait rage en 1788 sur le poids à donner aux délégués du tiers-État dans l'organisation des États généraux. Quand la tradition voulait que les trois ordres, donc le clergé, la noblesse et le tiers-État, aient le même nombre de délégués aux États généraux, bien qu'à l'époque, le tiers-État faisait ou comptait pour à peu près 92% de la population, mais cet ordre, les tiers-États, aurait eu le même nombre de délégués que les clergés et la noblesse. C'est dans ce contexte bien particulier de débat sur la députation donc des représentants de l'ordre du tiers-État au sein des États généraux que l'abbé Sieyès va rédiger ce pamphlet très célèbre, « Qu'est-ce que le tiers-État » ? Donc d'abord, ici, quelques mots, j'en ai déjà évoqué ici, mais à l'époque, dans l'Ancien Régime, la société était organisée, la France de l'Ancien Régime, donc avant la Révolution française, la société était organisée en trois ordres. Une organisation sociale qu'on trouvait à peu près dans tous les autres royaumes ou aux autres monarchies en Europe à l'époque. Donc la noblesse, qui était à la tête de l'État, le clergé ensuite, et enfin le tiers-État. Le monarque, le roi lui-même, était à part de la structure sociale. Bien sûr, il émergeait lui-même de la noblesse française, mais il avait un statut particulier à l'extérieur de l'ordre social, puisqu'il agissait en quelque sorte comme le modérateur de toutes ces tensions qui pouvaient émerger à l'intérieur de la société française dans ce jeu politique qui opposait les nobles au clergé, au tiers-État. Donc,
Ici, on voit cette belle caricature où précisément on voit le représentant du tiers-état en bas qui porte sur ses épaules ou sur son dos ici le représentant du clergé et de la noblesse. Ici, le pamphlet politique de Sieyès, on lui doit cette belle formule très connue qui ouvre donc ce pamphlet. On a ici cette belle formule. Qu'est-ce que le tiers-état? Tout. Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique? Rien. Que demande-t-il? À être quelque chose. Donc, c'est une formule choc, bien sûr. Ça ouvre ce pamphlet politique et ce plaidoyer en faveur du tiers-État qui est injustement traité dans l'ordre de l'Ancien Régime et au moment où on est à organiser ces États généraux qui vont conduire, par un jeu de circonstances politiques exceptionnelles, qui vont déboucher vers la Révolution française. C'est un pamphlet politique important et dans ce pamphlet politique qui plaide pour le tiers-État, Abbé Sieyès a une conception assez particulière de la nation puisqu'il identifie le tiers-État à la nation et la nation, elle est réductible au tiers-État. Donc, dans la conception qu'il a de la nation, il exclut la noblesse et le clergé de la nation. Alors, je cite un extrait ici. Le tiers embrasse donc tout ce qui appartient à la nation. Et tout ce qui n'est pas le tiers ne peut pas se regarder comme étant de la nation. Donc, il a ici une conception bien spécifique, bien précise ici de la nation qu'il réduit ici au tiers-État. Donc, la noblesse et le clergé en sont exclus. C'est une manière bien particulière de définir la nation et c'est cette conception qui va perdurer, qui va s'imposer au moment précisément où les députés du tiers-État vont prêter serment, le fameux serment du jeu de paume, qui va conduire à l'instauration de l'Assemblée nationale, qui va donc remplacer les États généraux dans le jeu politique au moment précisément où se met en branle ce qui va devenir la Révolution française. C'est l'Assemblée nationale qui s'impose, c'est-à-dire l'Assemblée du tiers-État qui remplace complètement les États généraux. Donc, ici, on le voit, donc, la nation, elle possède, et là, il poursuit, donc, cette Assemblée nationale, l'Assemblée du tiers-État, est importante, et cette Assemblée a déjà tout ce qu'il faut pour se gouverner elle-même. Cette nation, ici, le tiers-État, possède tout ce qu'il faut pour s'ériger en État. Je cite, « Qu'est-ce qu'une nation? Un corps d'associés vivant sous une loi commune et représenté par la même législature. La nation française, ici le tiers-État, a tout pour s'auto-gouverner, pour se fonder en nation et en État. » Donc, c'est une posture politique très forte qui est conforme à la conception qu'on a de l'État comme organisme politique souverain. Cela va être central dans l'instauration de la République au moment de la Révolution française. Voilà donc pour Sieyès, question posée par le professeur Courtois pour comprendre le texte. Première question. Quelle devrait être la place du tiers-État dans la société française et dans l'État? Deuxième question. Quelle est la vraie nature de la noblesse selon Sieyès? Troisièmement, selon Sieyès, pourquoi est-ce que le tiers-État méritait son sort dans le passé? Enfin, comment Sieyès définit-il la nation? Est-ce sur la base d'un critère ethnique, politique ou autre chose encore? Ainsi se termine la présentation de l'œuvre de l'abbé Sieyès, Qu'est-ce que le tiers-État? Ce qui clôt notre première partie sur le nationalisme. Avant d'aborder la seconde partie de notre présentation d'aujourd'hui sur le socialisme, j'aimerais vous laisser en guise de conclusion sur l'hymne national français, la Marseillaise, qui est un chant révolutionnaire, un chant de guerre rédigé par l'armée du Rhin au moment où la France déclare la guerre à l'Autriche en 1792. Donc, écoutons cet hymne national.
Poursuivons donc aujourd'hui avec notre seconde partie, la partie qui est consacrée au socialisme. Donc, il s'agira, comme on l'a fait pour le nationalisme, de présenter les grandes lignes de cette idéologie à travers 3 textes qui sont représentatifs de ce courant de pensée, après avoir placé la mise en contexte général des grandes lignes qui caractérisent cette idéologie. Première chose, on dira d'abord que le socialisme et le communisme sont 2 idéologies certes distinctes, on a à certains égards même opposées, mais elles partagent tout de même beaucoup de similitudes. Elles sont intimement liées. Ce qui caractérise essentiellement, de manière très simpliste, certains auteurs vont définir différemment le rapport qu'entretient le socialisme au communisme et le communisme au socialisme. Mais de manière générale, lorsqu'on parle du socialisme et du communisme, on distinguera les deux en disant que le socialisme, il plaide plutôt pour des réformes substantielles importantes à l'intérieur du régime politique et économique qui est le nôtre, sans pour autant appeler à la révolution. Donc, le socialisme est réformiste et il cherche à apporter des réformes, alors que le communisme est, lui, révolutionnaire. C'est-à-dire que révolutionnaire, le communisme cherche à renverser du tout le régime actuel, régime politique, régime économique, pour le remplacer par un système radicalement différent. Alors que le socialisme, lui, va appeler à des réformes majeures pour changer le système en place sans pour autant passer par un moment révolutionnaire. Donc, c'est ce qui caractérise essentiellement ces 2 formes d'idéologie, le socialisme et le communisme. On peut dire en quelque sorte à ce moment-là que le socialisme est en quelque sorte une forme modérée de communisme, alors que le communisme apparaît comme une forme radicale de socialisme. C'est une manière simpliste, mais qui permet pour l'instant, en guise d'introduction à la présente idéologie, de bien voir qu'est-ce qui caractérise ces 2 idées. Pour préciser encore mon propos, je dirais également que si on peut distinguer à l'intérieur des idéologies de gauche, le socialisme étant à gauche, le communisme étant à l'extrême gauche, précisons en plus qu'à côté de ces 2 idéologies, on trouve également à l'extrême gauche une autre idéologie qui, au moment de l'émergence de ce courant socialiste, n'apparaissait pas encore comme distincte, qu'est l'anarchisme. Donc, socialisme, communisme, anarchisme partagent tous la gauche du clivage politique. Au moment qu'émerge ce qu'on appelle à ce moment-là le socialisme, ces 3 courants, ce ne sont que justement des courants à l'intérieur d'une même famille. Au fur et à mesure que vont se développer ces idéologies, elles vont apparaître comme étant distinctes, autonomes les unes par rapport aux autres. Si on poursuit, le socialisme, comment on peut le définir? C'est une idéologie politique qui est guidée par une volonté de transformer le monde afin de le rendre plus égalitaire. C'est-à-dire que le socialisme part du principe que la société met en place des structures qui sont foncièrement inégalitaires. C'est-à-dire qu'il existe dans notre société des inégalités, parmi les plus importantes, assurément, les inégalités d'ordre économique, dans la mesure où il y a des riches, il y a des pauvres. Le socialisme, en ce sens, va beaucoup plus loin que ce qu'on peut voir dans notre régime à nous, où domine le libéralisme, dans la mesure où, par exemple, dans notre régime à nous, il existe des lois qui rendent tous les citoyens égaux les uns par rapport aux autres. Mais en dépit du fait que ces lois existent, des inégalités d'ordre économique quand même persistent. Donc, ce que veut le socialisme, ce pourquoi il milite, c'est pour une vision égalitariste de la société. C'est-à-dire tendre vers le plus possible à une véritable égalité pour tous. Pas uniquement dans la loi, pas uniquement dans le droit, je dirais pas uniquement sur papier, mais bien réellement rendre tous les citoyens les plus égaux possibles, notamment sur le plan économique. Évidemment, cela passe par un programme politique qui conduit à terme à l'abolition des classes sociales. Les socialistes souhaitent y parvenir par la voie de réformes radicales, alors que le communisme va emprunter le chemin de la révolution, au même titre que l'anarchisme, par exemple. Donc, l'abolition des classes sociales est au cœur du programme socialiste. De même que, bien sûr, cela passera par l'abolition du système économique, qui est à l'origine de ces inégalités, du moins celui qui les structure, celui qui est le plus important dans tout cela, c'est le système capitaliste. Donc, le socialisme, comme le communisme, appelle à l'abolition des classes sociales et à l'abolition du capitalisme. Donc, allons-y d'abord avec l'analyse d'un des premiers textes qui va nous permettre de bien apprécier
en quoi consiste cette idéologie. Le premier texte, on le doit bien sûr à Karl Marx et Friedrich Engels, le manifeste du Parti communiste. Quelques mots au sujet de ces deux auteurs avant qu'on aborde le texte lui-même. Donc, Karl Marx et Friedrich Engels sont des socialistes allemands, fondateurs en fait de ce que va devenir bien sûr le marxisme, mais plus largement le communisme ou le socialisme en général. Ils font à cette époque partie comme fondateurs de la Ligue communiste allemande. Nous sommes en 1847. Ils sont installés à Londres. En fait, ils ont fui l'Allemagne. Ils sont persécutés en raison précisément de leurs idéologies ou de leurs idées politiques. Donc, ils fuient, ils sont réfugiés à Londres. Ils vont rédiger, pour les besoins de cette Ligue communiste, le manifeste fondateur, qui va devenir le manifeste du Parti communiste. Nous sommes en 1847-48, au moment où l'Europe est secouée par ce qu'on appelle le printemps des peuples. Donc, une série de manifestations sociales, de mouvements sociaux qui frappent toute l'Europe, notamment l'Allemagne. Karl Marx est donc, comme je le disais, à Londres, de même que Engels. Il va devenir, Karl Marx, le penseur le plus influent du communisme ou du socialisme. On lui doit, en plus du manifeste du Parti communiste, cette œuvre majeure, déterminante, qui est le Capital, Das Kapital, dans laquelle il analyse les mécanismes au cœur même du régime capitaliste. On lui doit l'expression régime capitaliste ou capitalisme, on le doit à Karl Marx. Il va nommer ainsi le régime économique qui s'impose à partir de la révolution industrielle en Angleterre. Il va y travailler pendant 20 ans, une œuvre majeure qui décortique les mécanismes propres au capitalisme. Il va donc collaborer avec Friedrich Engels, autre Allemand, fils d'un riche industriel qui dirige une manufacture à Manchester. Donc, Engels va soutenir financièrement Karl Marx dans ses travaux toute sa vie, alors que Marx lui-même va vivre pauvrement toute sa vie. Donc, allons-y avec le texte. Première chose, bien la première phrase de cette œuvre connue, et cette phrase-là est également très connue, un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme. Et la dernière phrase, la toute fin elle-même, qui est cette phrase pamphlet, qui dit ce qui doit être fait, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, prolétaires aller Länder, vereinigt euch. Le manifeste est rédigé en anglais, il est vite traduit par Engels et Marx eux-mêmes en allemand et par la suite en français. Donc, on peut le lire en anglais dans sa version qu'on pourrait dire originale. La grande caractéristique de notre époque, selon Karl Marx et Engels, c'est propre celle du capitalisme avancé, c'est qu'à notre époque, nous assistons à un phénomène par lequel la société vient qu'à être réduite à seulement deux classes sociales. Lorsqu'on regarde l'histoire, on voit qu'en Antiquité, par exemple, pouvait se côtoyer une grande diversité de classes sociales, allant de la noblesse aux esclaves, passant par les métèques, les étrangers, les plébéiens, les citadins. Donc, il y avait plusieurs classes sociales comme ça qui se côtoyaient dans un ensemble très complexe. Le propre du capitalisme est d'avoir réduit cette structure sociale à deux et seulement deux classes sociales. D'un côté, les prolétaires, de l'autre côté, les bourgeois. Ce qui caractérise ces deux classes sociales, c'est assez simple. Les travailleurs, les prolétaires, ce sont des synonymes ici, ils doivent vendre leur travail contre salaire pour vivre. Ils touchent un salaire. Mais ils vendent leur salaire à qui? Mais ils le vendent aux bourgeois. Et eux, les bourgeois, sont propriétaires des moyens de production. Les bourgeois ne se caractérisent pas par le fait qu'ils sont riches. Ils sont, je dirais, accessoirement riches. Mais ce qui les caractérise fondamentalement, selon Marx et Engels, c'est le fait qu'ils sont eux-mêmes propriétaires des moyens de production et ils recherchent des profits. Les moyens de production sont quoi? Sont les usines, sont les champs, sont les manufactures, les centres de distribution, les magasins. Donc, ce sont les bourgeois des entrepreneurs et ils exploitent la main-d'œuvre des travailleurs pour aller chercher un profit qui va les rendre riches à terme. Donc, c'est ce qui caractérise notre époque, le système capitaliste, où se côtoient ici dans une relation d'exploitant-exploité, les travailleurs d'un côté, les prolétaires, qui sont exploités par la classe bourgeoise ou la bourgeoisie. Donc, l'exploitation des prolétaires par les bourgeois, on le doit au système économique qui est nôtre aujourd'hui, qui est le système capitaliste. Le système capitaliste repose essentiellement sur un moteur essentiel qui est au cœur de l'exploitation des prolétaires et des inégalités économiques qui en découlent,
la recherche du profit par les bourgeois. Donc, le problème comme tel, c'est pas uniquement l'attitude que les bourgeois peuvent avoir à l'égard des prolétaires. Certains peuvent même être très bien disposés à l'égard des travailleurs. C'est pas ça. C'est que le système lui-même est construit de sorte à engendrer naturellement, inévitablement, des inégalités, une exploitation de classe, la classe bourgeoise exploitant la classe prolétarienne. Dans ce contexte bien particulier, l'État, on a parlé tantôt là, au moment du nationalisme, de l'État-nation qui est au cœur de la vie politique en démocratie, ou du moins depuis l'époque moderne en Occident, mais les marxistes ont une lecture très critique de l'État parce que l'État est essentiellement un organe au service de la bourgeoisie. Hein, il sert les intérêts de la bourgeoisie et non pas des travailleurs. C'est pourquoi, à terme, le système communiste, la révolution communiste, va venir qu'à renverser l'État, remplacer l'État par une autre forme de structure, une autre organisation politique qui sera plus à même de préserver les égalités naturelles qui peuvent exister entre les citoyens, tous les citoyens. Aux yeux donc de Marx et de Engels, la chute du capitalisme et de l'État et de la bourgeoisie qui domine le capitalisme et l'État sont inévitables. La révolution communiste est inévitable, ce n'est qu'une question de temps. Cette fin est inévitable, il suffira à la classe prolétarienne, qui est plus nombreuse, évidemment, partout, qui est majoritaire partout dans tous les États, de s'organiser pour réaliser cette révolution communiste. Il suffira aux prolétaires, ou il suffit aux prolétaires de s'organiser, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, la dernière phrase du manifeste du Parti communiste. Voilà ici la présentation très générale des extraits présentés dans le cadre de ce cours du manifeste du Parti communiste. Allons-y avec les questions qui ont été préparées par le professeur Courtois en guise de guide pour la lecture de ces extraits. Première question. Quelles sont les grandes étapes de l'histoire d'après le manifeste communiste? Deuxième question. Quel est le grand moteur de l'histoire humaine? Troisièmement, le Lumpenprolétariat ou pourriture des couches inférieures, les mots sont de Marx et Engels, et est-il un allié ou un danger pour les socialistes? Expliquez. Enfin, y a-t-il des aspects de la description d'une société bourgeoise ou capitaliste qui sembleraient pertinents pour décrire le 21e siècle? Et est-ce que cette lecture de la société capitaliste vous semble entièrement désuète? Voilà ici pour Karl Marx et Friedrich Engels. Tournons-nous maintenant vers cette deuxième auteure, Rosa Luxemburg, qui va ici, à travers un texte portant sur la révolution bolchevique ou la révolution russe, va tenter de dresser un portrait critique du bolchevisme tout en vantant les mérites du communisme. Quelques mots d'abord sur cette auteure, cette militante spartakiste. Née en Pologne sous contrôle russe dans une famille juive, Luxemburg devient une militante socialiste dans sa jeunesse, avant même de déménager à Zurich, où elle va entreprendre des études doctorales, qui est un fait assez rare à l'époque pour une femme. Bientôt, elle devient membre de la direction du Parti socialiste polonais. Elle décide plutôt à ce moment-là de s'établir à Berlin, qui à ce moment-là est une ville vibrante, mais aussi le cœur de l'action militante socialiste, parce qu'on pense à l'époque que Berlin est sur le bord de flancher, c'est-à-dire que les communistes ont espoir que Berlin verse dans le communisme, davantage que les autres grandes capitales que sont par exemple Londres ou Paris. Donc c'est en quelque sorte le maillon faible ici de l'Europe, dont bon nombre de militants vont converger vers Berlin à cette époque, dont Rosa Luxemburg. Elle s'impose rapidement comme une des critiques les plus virulentes de la social-démocratie, donc la forme très, très, très modérée de socialisme qui domine à l'époque en Allemagne, et elle veut aller beaucoup plus loin, elle adopte une posture résolument révolutionnaire. Elle rompt avec les sociaux-démocrates, elle trouve dans le bolchevisme, donc la version russe du communisme, radical ou révolutionnaire, un modèle à suivre, un système qui inspire l'action des révolutionnaires berlinois. Donc, elle va lire dans le bolchevisme un manuel, une façon d'être, un modèle qui devrait être suivi par tous les autres communistes à travers le monde. En 1919, elle est membre de ce qu'on appelle la Ligue spartakiste, donc elle est au cœur d'un soulèvement communiste à Berlin qui sera maté dans le sang.
elle-même va être assassinée dans le Tiergarten, à côté de la porte de Brandebourg aujourd'hui, par les frères Korp, donc c'est-à-dire les francs-tireurs qui sont là, qui sont en quelque sorte les anciens militaires, des vétérans de la Première Guerre mondiale, qui ne trouvent pas vraiment de place dans la société et qui organisent ici des coups politiques en appui au régime monarchique ou conservateur. Donc, elle va être assassinée, mais elle aura laissé une œuvre importante, une œuvre politique importante, et on lui doit ici, dans ce livre qui porte sur la Révolution russe, quelques réflexions inspirantes pour la suite des choses, pour les communistes à travers le monde. Donc, allons-y avec quelques explications de ce texte. Dans le texte, d'abord, pour bien comprendre, là, je me permets d'expliquer ici, parce qu'elle fait référence au fait qu'en Russie, à ce moment-là, les bolcheviks sont contre l'instauration ou vont abolir l'Assemblée constituante qui a été mise sur pied par le gouvernement provisoire. Qu'est-ce qu'une Assemblée constituante? D'abord, l'Assemblée constituante, c'est une démarche par laquelle on mobilise une assemblée. Ça va regrouper des personnes qui vont être élues ou nommées, peu importe, là, qui sont réunies pour la seule fin de modifier ou d'adopter une nouvelle constitution pour un État. En fait, les assemblées constituantes sont des assemblées qui ne sont pas pérennes, c'est-à-dire que généralement, elles sont mobilisées pour les fins ici, qui sont celles d'adopter une constitution, et par la suite, normalement, elles sont dissoutes. Donc, elles ne sont pas appelées à rester, à perdurer dans le temps. Bon, premier élément d'explication. Deuxième élément, il faut bien comprendre là, que lorsque dans le texte on fait référence à la Révolution russe, en 1917, en Russie, ont lieu deux révolutions. La première de février, qui est menée par des socialistes modérés, qui va conduire à l'instauration d'un gouvernement provisoire qui sera présidé par Alexandre Kerensky. Donc, il est un socialiste, mais beaucoup plus modéré que les bolcheviks. Ça, c'est pour la révolution de 1917. Le gouvernement provisoire de Kerensky va mettre sur pied l'Assemblée constituante, contre laquelle vont lutter les bolcheviks. La deuxième révolution qui a cours, est celle d'octobre 1917. Elle est menée par les bolcheviks, avec à leur tête Vladimir Lénine et Léon Trotsky. Donc, ce sont ces deux révolutions-là qui sont importantes. Il faut bien comprendre que le texte ici de Rosa Luxembourg renvoie à ces deux révolutions, avec l'accent mis sur, bien sûr, la révolution d'octobre. La révolution d'octobre, donc, s'installe. Elle installe en place un régime politique qui va rester en place en URSS, qui prend la forme ici de l'Union des républiques socialistes soviétiques. En fait, les bolcheviks vont abolir l'Assemblée constituante pour donner tout le pouvoir au Conseil de travailleurs et de paysans, qu'on appelle en russe les soviets. Donc, l'URSS tire son nom de cette organisation politique que sont les soviets. Donc, on abolit la constituante et on met en place les soviets. Ça, c'est l'œuvre, évidemment, des bolcheviks. Les deux personnes, je les ai déjà nommées, les plus influentes à l'intérieur du bolchevisme, du mouvement bolchevique, sont Vladimir Lénine, qui est le chef, qui lui va revenir d'exil. Il était en exil en Suisse. Il revient d'exil, en fait, par une drôle de manœuvre où les Allemands, voyant que le régime russe était pour flancher, vont donc permettre le passage de Lénine de Zurich vers Moscou, Saint-Pétersbourg d'abord, dans un train blindé fourni par les Allemands eux-mêmes durant la Première Guerre mondiale. Donc, c'est une histoire incroyable. Donc, Lénine revient en Russie pour imposer son pouvoir, le pouvoir des bolcheviks. Il est aidé pour cela par un autre homme politique très, très, très important, Léon Trotsky. Léon Trotsky, on lui doit l'organisation de l'Armée rouge. Donc, il organise les troupes qui sont fidèles aux communistes. Il va mobiliser des troupes, organiser des unités et préparer la défense dans ce qui va s'en venir. Immédiatement après la prise du pouvoir des bolcheviks en octobre 17, une guerre civile impitoyable à l'intérieur même du territoire russe qui va opposer l'armée rouge aux Russes blancs, c'est-à-dire ceux qui sont restés fidèles à la monarchie ou au régime tsariste qui prévalait jusqu'à l'abdication de Nicolas II. Donc Léon Trotsky est une figure déterminante dans le bolchevique. On va l'oublier par la suite parce que lorsque Staline va s'imposer au pouvoir par un jeu de concurrence ici, Staline va complètement effacer la mémoire de Léon Trotsky, qui était son opposant politique. Mais Trotsky et Lénine sont les deux joueurs les plus importants de la révolution bolchevique, ici, révolution d'octobre, et non pas celle de février, j'insiste. Donc, ici, Luxembourg, elle plaide ici dans ce texte, dans un très beau plaidoyer, en fait, en faveur d'une révolution communiste. Je dis beau plaidoyer dans la mesure où c'est bien articulé, c'est pas une prise de préférence personnelle de ma part, là. Donc, elle plaide ici pour une révolution socialiste. Mais la seule véritable révolution socialiste devra être démocratique. Ce qu'elle n'est pas à ses yeux
en Russie. Les soviets, en dépit de la prétention des bolcheviks, ne sont pas des organes véritablement démocratiques. Donc, elle, ce qu'elle veut, c'est mettre en place un régime communiste ou socialiste, peu importe, mais elle veut que ce régime en soit un démocratique. Donc, je la cite ici. La tâche historique qui incombe au prolétariat, une fois au pouvoir, c'est de créer, à la place de la démocratie bourgeoise, la démocratie socialiste. Et non pas de supprimer toute démocratie, comme l'ont fait les bolcheviks, par exemple. La démocratie socialiste commence avec la destruction de l'hégémonie de classe et la construction du socialiste. Donc, elle plaide pour la mise en place d'un régime socialiste, mais qui soit véritablement démocratique. Ce qu'elle déplore chez les bolcheviks, dans la mesure où leur régime s'est imposé par un régime dictatorial, la dictature du prolétariat qui s'installe en place sous Lénine, poursuivi par la suite sous Staline, encore plus, en fait, je dirais. Donc, elle veut une révolution socialiste, mais une révolution qui sera nécessairement démocratique. Ainsi donc, se clôt ce bref résumé du texte de Rosa Luxembourg. Allons-y avec les questions qui ont été préparées par votre professeur. Première question, qu'est-ce que la liberté selon Luxembourg? Qu'est-ce que la démocratie selon Luxembourg? Le régime soviétique est-il libre selon Luxembourg? Et enfin, le régime bolchevique actuel est-il justifié par ce que requiert la mise en œuvre du communisme? Voilà. Terminons maintenant cet exposé sur le socialisme avec des extraits tirés d'un livre très important rédigé par Mao Tse-tung, fondateur de la République populaire, donc communiste, la République populaire de Chine, à ne pas confondre avec la République de Chine, qui est aujourd'hui Taïwan, qui n'est pas d'obédience communiste. Donc, Mao Tse-tung nous a livré, plutôt, on a rassemblé certaines de ses paroles dans un petit livre qui s'appelle Le Livre Rouge. Donc, avant ça, quelques mots au sujet de Mao Tse-tung lui-même. Mao Tse-tung est le fils d'un riche fermier du Hunan. Il obtient un poste de bibliothécaire à l'Université de Pékin en 1918. Il découvre, comme bibliothécaire à ce moment-là, le marxisme qu'il ne connaissait pas, donc par les textes de Marx et de Engels. Il devient vite l'un des fondateurs du Parti communiste chinois avec Chen Zuxi. Il fonde le mouvement du 4 mai 1919, qui est un mouvement en fait d'opposition à l'influence japonaise sur le continent, c'est-à-dire en Chine. Au départ, le Parti communiste chinois est allié avec le Kuomintang. Le Kuomintang, c'est le parti nationaliste chinois, donc opposé aux Japonais, mais qui n'est pas d'obédience communiste. C'est un parti, je dirais, un mouvement libéral, démocratique, capitaliste, par la suite, on va le voir. Donc, le Kuomintang et le Parti communiste chinois, au départ, sont alliés dans une cause commune contre l'influence japonaise. Le Kuomintang est dirigé par Sun Yat-sen. Ils s'entendent relativement bien, mais ils réussissent à mener une lutte ensemble. Lorsque Sun Yat-sen décède en 1925, le nouveau chef du Kuomintang, Chiang Kai-shek, lui, va rompre avec les communistes. Donc, là va s'enclencher une guerre civile impitoyable. Les Chinois, dirigés par Mao Tse-tung, vont trouver refuge dans le Jiangxi, très loin donc, de Pékin, et va s'en suivre ce qu'on appelle la Longue Marche. Donc, la Longue Marche, 1934-1935, le Parti communiste chinois va donc entreprendre une longue marche, un déploiement de troupes dans l'intérieur du territoire chinois qui va les amener donc à pouvoir confronter les troupes du Kuomintang et sortir victorieuses d'une guerre civile impitoyable et vont pouvoir, dès 1949, imposer le régime communiste en Chine en fondant la République populaire de Chine. Le petit livre rouge, donc, qui ne porte pas vraiment de nom, c'est seulement le qualificatif qu'on lui donne, sont des citations de Mao Tse-tung. Elles ont été réunies par Liu Shaoqi en 1959, commencé publié à partir de 1964-65, et ce livre plutôt sera très important durant la révolution culturelle de 1966, qui va débuter à partir de 1966, qui est en quelque sorte un effort en vue de rendre encore plus communiste en détruisant toutes les formes anciennes de structure capitaliste qui prévalait en Chine de l'époque, et même le féodalisme qui prévalait encore à cette époque. Donc, c'est un ouvrage majeur qui est au cœur d'un mouvement politique très important qui est d'abord le communisme chinois et la révolution culturelle qui va s'enclencher en Chine, qui va se traduire par la mort de 36 millions de Chinois. Donc, c'est un ouvrage très, très important. C'est en quelque sorte la Bible, si on peut dire, de tous les communistes chinois et assurément de ce qu'on appelle le courant, le maoïsme.
Donc, allons-y avec quelques explications au sujet de ce texte. D'abord, Mao, bien sûr, il reprend la lecture, la grille de lecture élaborée par Marx et Engels. Il ajoute un certain, je dirais, manichéisme, c'est-à-dire, lui, il dit, certaines classes sont victorieuses, d'autres sont éliminées. Donc, vraiment, le jugement très sévère. L'engagement communiste pour faire la révolution communiste en est un qui est guidé par la volonté d'éliminer littéralement toutes les classes bourgeoises, parce que les maintenir en place, c'est gros le risque qu'elles-mêmes, ces bourgeois, éliminent les prolétaires. Donc, c'est une vision assez forte de ce qu'est le communisme, de ce qu'est la lutte pour l'instauration du régime communiste. Comme Marx, mais encore plus fort parce que va s'imposer ce qu'on appelle le matérialisme historique. Donc, c'est une lecture de l'histoire tirée sur une analyse des phénomènes économiques et s'inscrit avec cette lecture un certain déterminisme historique. Un déterminisme historique, ça veut dire que des choses sont déjà inscrites en quelque sorte dans l'ADN de l'histoire. Et pourquoi on emploie ce terme? C'est parce qu'aux yeux de certains communistes, à forte raison les maoïstes, c'est que le communisme, l'échec du capitalisme, la victoire du communisme sont inévitables, inéluctables. On n'y peut rien. Ce n'est qu'une question de temps. Hein? On ne peut pas aller contre la roue de l'histoire. On ne peut pas aller contre la volonté de l'histoire. Tout est déjà déterminé d'avance. Ce n'est qu'une question de temps. Une fois que les travailleurs s'organiseront, ils vont chasser les bourgeois, ils vont abolir le capitalisme et ils vont imposer le système économique communiste. Ce n'est qu'une question de temps. Hein? Je cite ici Mao. En fin de compte, le régime socialiste se substituera au régime capitaliste. C'est une loi objective, indépendante de la volonté humaine. Hein? Une loi objective. Donc, c'est inscrit dans le cours de l'histoire de l'humanité. Donc, on n'y peut rien, évidemment. Un peu à la manière des lois de la physique de Newton, on n'y peut rien. Je peux bien vouloir que la pomme ne me tombe pas sur la tête. Ben, les lois de la physique newtonienne font en sorte que si je la lâche de l'arbre, elle va me tomber sur la tête. La révolution communiste est de la même nature. Son arrivée est assurée puisque c'est inévitable, c'est inscrit dans les lois de l'histoire. Donc, c'est une conception assez forte du marxisme. Autre élément déterminant dans la pensée maoïste, c'est l'idée selon laquelle, et on va le trouver pas uniquement chez Mao, mais également chez Staline, cette idée selon laquelle la révolution pourra exiger le recours à des techniques de la dictature. Hein, ces techniques sont nécessaires puisqu'il faudra, dans les premiers moments de la révolution, il faudra lutter encore contre les forces contre-révolutionnaires. Ceux qui, bien évidemment, veulent maintenir le capitalisme, ceux qui veulent maintenir leurs privilèges, les bourgeois. Donc, à ce moment-là, la dictature, celle du prolétariat, la dictature du prolétariat, va donc s'imposer naturellement dans les premiers temps de la révolution communiste, puisqu'on ne pourra pas rien y faire, puisque les forces contre-révolutionnaires vont continuer de tout faire pour nuire, pour empêcher l'avènement de la révolution communiste. Donc, c'est pourquoi Mao va donc plaider pour un régime dictatorial, comme va le faire un Staline, par exemple, en URSS, comme le fait encore, à bien des égards, le régime nord-coréen. Donc, je terminerai ici avec une parole de Mao qu'on ne trouve pas dans le texte, mais qui traduit à mes yeux assez bien la volonté radicale d'imposer un ordre par tous les moyens, quels que soient les moyens. En fait, ici, c'est un machiavélien pur, donc les moyens importent peu. Ce qui importe, c'est l'objectif final. Lors d'une visite à Moscou, nous sommes en début des années 60, on évoque la possibilité d'une guerre nucléaire. Et à ce moment-là, Mao va répondre, et là, ça traduit parfaitement son état d'esprit, « La possibilité d'une guerre nucléaire ne m'effraie pas, même si la moitié de l'humanité devait périr. Il restera encore la moitié de l'humanité libérée de l'impérialisme et le socialisme pourrait alors s'imposer. » Donc, vous voyez, il est prêt à sacrifier la moitié de l'humanité pour imposer le régime communiste. Voilà. Donc, allons-y avec les questions qui sont préparées pour l'analyse de ce texte. Première question. Quelle conception de la lutte des classes, dans l'histoire en général et en Chine en particulier, transparaît dans ces extraits? Deuxième question. Qu'est-ce que la démocratie selon Mao? Troisième question. Quel droit politique ce socialisme scientifique fonde-t-il pour les dirigeants communistes selon Mao? Enfin, Mao vous semble-t-il apporter des adaptations au schéma marxiste du matérialisme historique? Voilà, ainsi se termine cette présentation sur le socialisme. Je vous laisserai ici avec un extrait de cet hymne international, cet hymne
communiste, qui a longtemps été l'hymne national de l'URSS, avant que l'URSS adopte son propre hymne national, donc l'Internationale. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. Pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Pour que le vol rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud. Paysans nous sommes, le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes, l'oisifira loger ailleurs. Combien de nos chairs se repaissent, mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours.